Bonsoir et bienvenue, chers téléspectateurs, à votre émission hebdomadaire Plein Feu. Ce soir, c'est un Plein Feu assez spécial parce qu'on va parler des confréries religieuses. Cette émission vient à la marge du premier congrès de la Qadriya en Afrique du Nord et de l'Ouest, tenu à Nouakchott. Donc la pénétration de l'islam en Afrique de l'Ouest a été plus ou moins tardif. Il est vrai que certaines zones de l'Afrique du Nord ont été touchées par l'islam très tôt, mais la véritable islamisation de l'Afrique de l'Ouest n'a commencé qu'avec l'arrivée des confréries. Les confréries constituent les seules forces, ou constituaient surtout les seules forces vives de l'islam. Elles se sentaient responsables de sa propagation et de sa maintenance. Ainsi, l'islam africain peut être considéré comme un islam confrérique. Donc pour discuter de l'importance des confréries religieuses, j'ai invité pour vous, chers téléspectateurs, M. Mohamed Kounta, qui est professeur de pédagogie à l'École normale supérieure de Dakar au Sénégal. Bonsoir. Oui, bonsoir. Et M. Sidi Baba Oulaha, député de Ouadane et qui est président de la commission d'organisation de ce congrès. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Donc je commence par vous, vous êtes notre invité. Merci. Merci beaucoup. Donc en fait, les confréries, ce sont des cursus des écoles, comme les écoles modernes, où on apprend un cycle consacré au Coran, un cycle consacré au fiqh et à la sunna, et un cycle consacré aux sciences mystiques. C'est bien ça, chez vous? Mais les deux à la fois. Parce que pour être opérationnel, il faut être formé. Pour adhérer, il faut comprendre les règles du jeu, pouvoir bien jouer. Donc c'est cela. Maintenant, quand vous parlez de mystique, c'est vrai, dans la religion, il y a un côté très mystique. Il y a un côté mythique aussi. Le mythe, il y a la mystique, il y a le secret, il y a tout cela, mais aussi il y a tout ce qui est pratique religieuse, gestion de la foi. On apprend vraiment le Coran et le fiqh chez vous? Ah oui. Il y a des écoles, il y a ce qu'on appelle les écoles traditionnelles coraniques, les Dara, qui forment à la base vraiment les futurs disciples, ou vraiment les musulmans dans leur jeunesse pour en faire des adultes responsables et des membres des confréries, avec des variantes. Mais c'est toujours à la base une formation. Mais comment en fait on peut avoir une idée de la nature d'une confrérie en général et de la vôtre en particulier? Comme vous l'avez bien dit, parce que votre question, c'est une forme de développement. Vous avez tracé les plans. Une confrérie ne naît pas d'elle-même comme ça, mais il y a toujours une histoire. D'ailleurs, la plupart des confréries portent le nom de leur fondateur. Et parfois, il y a des hauts et des bas. Et souvent, quand elle est ancienne, il arrive que d'autres reprennent et redonnent du souffle. Et c'est pourquoi il y a toujours des noms liés à ces confréries. Quand je prends l'exemple, Khadr, on sait qu'il y a un personnage qui est bien connu, c'est Abdul Khadir Jilani. Et après, on a dit quelque part Bekaïa, quelque part Mokhtaria, quelque part c'est lié au nom de, suivant les zones, de Bounama, peut-être. Nous, la variante Khadiria. Des fondateurs, quoi. Des fondateurs et des gens qui viennent revigorer cette confrérie. Parce qu'il faut le dire, de temps en temps, il y a une question de succession. Et suivant la personnalité et l'implication de certains khalifes, mais ça peut porter le nom. C'est lié à cela. Donc quand vous le dites, il y a toujours un projet d'homme, il y a un projet de société qui est à la base et il faut les former. Au Sénégal, les Dara ont beaucoup... Les Dara, ça veut dire quoi? C'est les écoles coraniques traditionnelles. Ah ouais, les Dara, comme on dit chez nous. Et ces écoles traditionnelles ont d'ailleurs se sont opposées aux écoles du type occidental. D'ailleurs, vous avez évoqué l'histoire de la colonisation avec l'introduction de l'école française au 19e siècle, mais ces Dara ont toujours résisté. Et dans les petits coins, dans les recoins, on a eu des maîtres coraniques, on a eu des disciples des confréries qui étaient de grands formateurs pour donner une, je ne veux pas, le mot idéologie est un peu chargé, mais pour donner une orientation, pour donner... Ça veut dire que c'était l'école coranique contre l'école laïque, l'école française. C'est ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les parents choisissent. On revient en arrière
Parce que souvent, aujourd'hui, il y a les deux systèmes. Il y a des parents qui optent pour la tradition. Parce qu'ils disent, oui, il faut mémoriser le Coran, il faut avoir tel comportement. En fait, comme dans l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, quand il parle de l'école justement, coranique et de l'école laïque. Justement. Et si je leur disais d'aller à l'école nouvelle, ils iront en masse, mais ils oublieront. Voilà. En fait, ils apprendront, mais ce qu'ils apprendront, faut-il, c'est qu'ils oublieront. Mais très bien. En fait, vraiment, ça pose le problème de l'école, de la coexistence des deux systèmes. Mais aujourd'hui encore, c'est très actuel. Aujourd'hui, les parents envoient leurs enfants à l'école coranique. Dans les conflits, il y a même des daras choisis suivant des zones implantées. Et des parents choisissent l'école traditionnelle, l'école coranique traditionnelle, au détriment de l'école du type occidental. Parce qu'on a vu un peu les revers de l'école occidentale. Évidemment, quelqu'un qui s'éloigne un peu de son milieu, quelqu'un qui oublie ses traditions. Qui apprend mais qui oublie. Justement. Comme disait mais justement, dans leur cœur, ils veulent avoir les deux. Un homme traditionnellement enraciné, comme disait Senghor, mais également ouvert à la modernité. Ouais. Et ça, il faut mettre un pied dans la tradition et un autre pied dans le modernisme. Donc, Sidi Baba, donc vous avez senti cette importance quand vous avez organisé ce festival, vous avez senti cette importance que cette confrérie ou les confréries en général peuvent rapprocher les peuples, peuvent nous rapprocher. Là, vous êtes sénégalais et mauritanien. Il y a quelque chose qui vous rapproche, est-ce que vous avez senti ça? Merci beaucoup. En fait, je débuterai mon intervention par vous remercier tout d'abord pour l'intérêt que vous portez à cet aspect éminemment important de la vie des sociétés. Je dirais aussi que vous êtes un homme de culture, ça c'est connu chez nous. Donc vous avez eu certainement à assister aux différentes interventions faites par d'imminentes personnalités religieuses qui ont eu à assister à cette grande manifestation d'ordre culturel, d'ordre spirituel. L'intérêt, évidemment, c'est d'essayer de dépoussiérer un peu cette tariqa qui a vécu, qui a connu en fait son apogée dans cette région. Vous avez vu la participation d'une dizaine de pays, du Nigeria en passant par le Burkina, le Mali, le Sénégal, le Niger, le Mali. De l'autre côté, en Afrique du Nord, vous avez eu la participation de la Tunisie, de l'Algérie, du Maroc. Malheureusement, nos frères libyens n'ont pas pu assister pour des problèmes d'ordre technique. Et ceci, pour vous dire, ceci pour vous dire que cette confrérie a ses racines, certes ici, mais aussi nous nous retrouvons réellement un peu partout à travers le monde et surtout dans la région dans laquelle nous sommes. Donc, si vous le permettez, je peux dire simplement que aussi bien elle crée des relations humaines. Vous voyez ce soir, lors de la clôture des Nigérians primés, des Sénégalais, des Marocains, ce qui donne en fait l'importance et ce caractère qui dépasse les frontières et qui lie les sociétés des pays. C'est notre diplomatie, quoi. Bon, en fait, oui, c'est une diplomatie parallèle. Nous savons tous, vous le savez mieux que moi, que le sport a jadis joué un rôle très important, qui le joue encore. La culture. Et je crois que c'est la seule chose qui peut éventuellement lier des hommes de divers horizons. Et là, nous parlons d'un aspect spirituel-culturel ou culturo-spirituel. Donc, la tendance au rapprochement, la tendance à la fraternité, la tendance à l'acceptation de l'autre, nous sentons à travers ce colloque, à travers ces interventions, que nous nous rapprochons encore de plus en plus. Chacun qui était l'homme étant étranger à l'homme par essence, nous nous découvrons et nous nous rapprochons de plus en plus. C'est beau, c'est très bien. Donc, est-ce que en fait, je reviens à vous. C'est quoi une confrérie? Est-ce que c'est une fraternité à base mystique ou c'est plutôt une entreprise économique, sinon une association politique, c'est un club, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui vous rapproche? Qu'est-ce qui rapproche les adhérents? Voilà, mais je vais rectifier pour deux choses. D'abord, mystique, c'est un peu fort. Je mettrai spirituel. Spirituel. Club,
c'est un peu profane, plutôt la fraternité. Parce que dans confrérie, il y a vraiment la fraternité. Frater, c'est des frères. Mais il y a une base quand même. Cette base, elle est spirituelle. C'est spirituel. C'est fondamentalement spirituel. Maintenant, évidemment, quand des gens. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas. Si. Quand les gens sont ensemble, il faut qu'ils fassent quelque chose. C'est ça l'élan de développement. C'est pourquoi quand les gens, des agriculteurs sont dans une confrérie, mais c'est l'agriculture qui est à la base. Mais dans cette agriculture, c'est d'abord parce que le disciple, il ne peut pas être, il doit s'éloigner de la pauvreté, il doit être un agent de développement, mais il doit être un patriote, il doit véritablement chercher les convergences pour avoir sa place dans la société. Donc on peut la considérer comme étant une entreprise économique. Mais il y a une variante économique. Mais parce que dans ce temps de rente et de profit, si on parle d'entreprise, c'est aussi passer à côté. C'est véritablement, vous l'avez dit, c'est la fraternité, c'est un ensemble de savoir-être, de savoir-vivre et d'être ensemble. Mais évidemment, on ne peut pas occulter la dimension économique. Ça, c'est extrêmement important. Parce que le calife ou le chef de la confrérie, s'il ne reçoit pas quelque chose, s'il ne fédère pas, s'il ne régule pas, mais pourquoi il est là? Ça veut dire quoi, il ne reçoit pas quelque chose? Non, je vous assure, parce que là aussi, il faut dire... Ça ne pas bien qu'il est payé pour faire son boulot? Non, il n'est pas payé, parce qu'il n'a pas de salaire. Mais quelqu'un qui est avec les hommes, qui gère une foi, qui gère une spiritualité, il a un lien avec ses fidèles. Il y a une sorte d'admiration, d'adhésion, mais volontaire, hein? Il n'y a pas d'obligation, comme vous le savez. Mais ces gens-là, quand ils viennent, à l'occasion des fêtes, par exemple, le Mawlud est célébré dans les familles, mais il faut faire vivre, il faut que les gens mangent, il faut qu'il y ait de l'eau. L'État même, maintenant, s'implique dans ces formes de rassemblement et de gestion de spiritualité pour aider les chefs religieux à faire vivre. Parce que regardez la dimension sécuritaire. Il faut que les gendarmes soient là ou des policiers. Parce qu'il y a des milliers de gens qui viennent. Il faut régler la circulation. Il faut qu'il y ait de l'eau potable. Il faut qu'il y ait de l'électricité. Il faut que le téléphone fonctionne. Mais tout cela, c'est des fonctions régaliennes que l'État doit assurer. C'est pourquoi l'État s'associe à ces fêtes-là pour aider l'État peut-être au Sénégal, mais pas vraiment chez nous. Oui. Bon, écoutez, pour un peu, si monsieur le permet, compléter un peu, il y a bien évidemment cet aspect spirituel, cet aspect culturel, cet aspect mortification du corps, mais aussi l'amour de Dieu, le culte, et ça c'est clair, c'est l'essence même de la confrérie. Cependant, aussi, nous sommes des hommes, c'est-à-dire le calife, certains disent les disciples, les talibés, les mourides, ça dépend de là où on se positionne géographiquement, ont besoin d'une activité économique qui leur permet eux-mêmes de pouvoir vivre et aussi de pouvoir alimenter leur croyance en Dieu, puisqu'il y a derrière, parallèlement, une force économique qui doit être développée parallèlement à l'activité spirituelle. Donc en fait, cette puissance, ces adhérents, il y a quand même un nombre de personnes qui a un capital entre les mains d'un chef. Donc sur le plan politique, ça joue. Mais un capital humain. Oui, c'est un capital humain. Pas un capital financier. Si ce sont des hommes qui bossent et qui travaillent et qui gagnent de l'argent, c'est un capital humain mais aussi financier. Non, parce que, regardez, la réalité a montré que souvent, quand c'est, parce qu'il faut le dire, chaque chose a une fin, quand ces chefs, quand ces khalifes nous quittent, mais souvent ils ne laissent rien. Je ne dis pas qu'ils sont pauvres, mais ils ne sont pas riches. Parce que ils ont une fonction de redistribution. Ils accumulent, redistribuent. Et ça, les économistes le savent, c'est extrêmement important. Parce qu'il n'y a pas que des riches qui viennent, mais les pauvres viennent. Il faut les entretenir, il faut les aider. Parce que dans l'esprit de la confrérie, c'est la foi. La foi, c'est quoi? Penser aussi aux pauvres. C'est aider, c'est la solidarité. Mais en fait, c'est le plan politique. Si vous le permettez ici, puisque la question que vous avez posée laisse sous-entendre quelque part, même si ce n'est pas votre idée, une certaine exploitation. Loin de là, non, loin de là. Non, il y en a qui le
disent. Bon, nous respectons ce qu'ils disent. Cependant, ce que nous vivons dans nos confréries, c'est très loin de l'exploitation, puisque là, vous abordez un problème capital, puisque vous tendez même à dire que c'est une exploitation, et par conséquent, c'est un crime, puisque nous sommes très conscients éventuellement de l'exploitation que l'homme peut faire à l'homme. Nous sommes très loin de ces dispositions, très loin de cet entendement. Non, c'est juste pour recadrer un peu. Les confréries en fait sont à la fois proches du pouvoir et du peuple. Elles servent d'intermédiaire, en fait, de relais entre les deux. Certains, mais certains pensent. Vous me permettez Une seconde. Mais certains quand même pensent que les chefs spirituels ne se posent jamais au pouvoir en place, fut-il tyrannique. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, écoutez. Là aussi, il va falloir aussi, puisque la première allusion ou le non-dit a été une certaine exploitation du calife ou du chef de ses disciples, de ses talibés. Nous sommes très loin de cette approche. Nous sommes des hommes qui vivons dans le 3e millénaire, avec tout ce que ça comporte comme réglementation et respect de la réglementation. Permettez-moi de terminer. Et le deuxième aspect aussi, vous essayez peut-être d'une manière ou d'une autre de dire que le calife ou le chef dans la confrérie n'est autre qu'un courtier d'un certain électorat au système en place. Nous sommes très loin, croyez-moi sur parole, de ce que j'ai vu et de ce que je connais de la confrérie. Nous sommes très loin de ces dispositions. Nous avons un enseignement à transmettre, nous avons une morale à conserver, nous avons une religion à défendre dans ce qu'elle a de plus beau, c'est-à-dire le respect de l'autre, c'est-à-dire la mystification de l'être humain, permettez-moi, la non-violence. Et ce sont des armes que nous puisons de notre sainte religion dans sa facette la plus belle, et loin de ce qu'en décrivent certains, et loin encore des dernières questions qui font allusion à une certaine exploitation qui est un crime et que nous criminalisons parce que respectant en fait la charte des droits de l'homme qui en elle-même s'inspire de la sainte religion. Nous sommes très loin de ce cas et je crois que vous comprenez mieux que nous que... Voilà, merci. En fait, ceux qui pensent que les chefs spirituels ne se posent jamais au pouvoir en place, souvent flirtent avec tous les pouvoirs, même s'ils sont des pouvoirs tyranniques. Là aussi, mon ami Sidi Baba a clarifié. On se complète d'ailleurs, parce qu'il comprend les non-dits, ces accusations sur l'exploitation de l'homme par l'homme. Il les ramène dans un contexte de spiritualité. Et quand vous dites maintenant que ces marabouts, vraiment, sont liés aux politiques. Mais qu'est-ce que la politique? Parce que souvent, on oublie de définir les concepts. Mais c'est un peu cette gestion de la cité. Est-ce que les marabouts, les disciples ne sont pas des citoyens? Au moment où on parle d'ailleurs de citoyenneté, où on parle de valeurs patriotiques, est-ce que les marabouts sont pas? Pourquoi les politiques viennent voir les marabouts? Parce qu'il n'y a pas deux entités différentes. C'est les talibés, comme on le dit, les disciples qui sont également des militants. Mais ce qui n'est plus à l'ordre du jour. Il y avait quand même des mots d'ordre que le chef dit voter pour tel. D'ailleurs, M. Baba le sait parce qu'il connaît un peu le Sénégal, le Digal, mais c'est révolu. Mais ça existe partout, dans le Fédéral. Carrément, le chef religieux pouvait aller à la télé ou à la radio, les médias pour dire voter pour un tel. Maintenant, c'est révolu. Personne ne peut. C'est plutôt la stabilité. C'est plutôt la stabilité. Pour compléter un peu dans ce sens, vous allez me permettre un peu de parler de la société mauritanienne que vous connaissez mieux que moi. À une époque récente d'ailleurs de l'histoire politique de la Mauritanie, il y avait des mots d'ordre donnés par des chefs de tribu. Ça c'était connu. Maintenant, est-ce que le chef de tribu actuellement chez nous a toujours cette ascendance, cette autorité? Est-ce qu'elle existe maintenant? Et excusez-moi, nous sommes entrés totalement dans
une autre tournure de l'histoire contemporaine. Ça aussi, il faut le prendre en considération. Est-ce qu'aujourd'hui, le chef de famille, la cellule la plus restreinte socialement, a la même mise sur ses enfants? Si ce n'est plus le cas. Pour revenir encore une fois à ce que vient de dire mon frère, le Ndigal, qui était en fait le mot d'ordre donné par les chefs, ça existait quelque part dans certaines... Oui, mais là, on parle strictement de confrérie, donc c'était juste une petite parenthèse. Le Ndigal existait, mais est-ce que le chef actuellement a une autorité autre qu'une autorité culturelle et spirituelle? Et j'en doute. Le volet économique, je crois qu'on a dépassé. On revient pour dire que le chef de la confrérie actuellement a-t-il toujours ce pouvoir sur l'homme? Il a certes un pouvoir spirituel, un pouvoir culturel, mais ce n'est pas une aliénation. Il ne faut pas réduire l'homme comme étant en fait un aliéné, c'est-à-dire le fameux élève qui suit le maître dans toutes parfois ses déboires. On est loin de là. Nous, dans ces confréries, dans ce concept, c'est la formation de l'homme qui est la base du développement. Donc on est loin de ce système que certains pensent, système archaïque. Nous sommes très loin de ce système archaïque. C'est complètement révolu. Ça n'a rien Il y à a voir, même quoi. ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé une révolution copernicienne. C'est maintenant, vraiment, le marabout il est à l'écoute de cette arrivée. Mais ce qui est important, nous sommes humains. Quand il y a de la considération pour un chef, mais ses disciples sont contents. Mais ils disent, oui, écoutez, mais on nous a fait, on nous considère, il y a une écoute. Nous sommes des citoyens, nous devons profiter un peu de tout ce que les citoyens ont... Donc en fait, le chef aujourd'hui spirituel n'est plus le chef comme avant, quoi. Non, il a évolué. Il y a quelque chose qui a changé. Il a évolué, et chaque chose en son temps. Mais en fait, quand on parle... Il y a 50 ans, c'était perceptible. Mais aujourd'hui, vraiment, avec la démocratie, avec la formation citoyenne, mais les gens, ils font la différence entre tout ce qui est spirituel et tout ce qui est politique. Excusez-moi, mais par exemple, quand vous dites ça, aujourd'hui, la succession familiale, c'est quand même une règle générale qui est presque pratiquée dans la quasi-totalité des confréries. On voit souvent se succéder à la tête de la confrérie le fils d'un chef. C'est quand même une règle héréditaire, quoi. Mais comment voulez-vous que ça soit? Mais je sais pas, moi. Je sais pas. Si vous dites que c'est démocratique, pourquoi pas un disciple devient... Mais en ce moment, vous voudriez que le spirituel imite les politiques, qu'il y ait vote, mais ça n'existe pas. Vraiment, c'est des choses bien organisées, mais où les règles sont connues, où il y a parfois le droit du sang. Mais pourquoi? Vous croyez que la baraka, ça se transforme de père en fils? Non, ce n'est pas un problème de baraka. Pourquoi donc? Mais parce que tout le monde sait que, même en dehors de la confrérie, en dehors de la lignée, c'est des dynasties. En dehors de la lignée, mais il y a des gens valables, il y a des gens très spirituels, il y a des... mais on les utilise aussi pour la confrérie, on les utilise pour la gestion confrérique, on les utilise pour la tariqa. Mais c'est des notables qui sont là. Mais quand... En termes de succession, vous l'avez vu, mais c'est des gens qui sont organisés. Souvent, d'un pays à l'autre, ça change. D'un pouvoir à l'autre, ça change. D'une autorité à l'autre, ça peut changer. Et quand vous dites de père en fils, mais parfois, il y a une confusion. Quand il s'agit de pouvoir, je ne veux pas nommer le pays, mais c'est le fils qui succède au père. Mais quand il s'agit de confrérie, ici, en tout cas chez nous, c'est le doyen d'âge. Oui, mais dans la famille. Mais dans la lignée, il y a des règles quand même. On sait qui peut être calife, qui peut ne pas être calife. Mais il faut qu'il soit de la famille. Ah oui. Vous permettez, là, juste pour juste deux questions de cadrage. La première concernant la politique à laquelle vous avez fait allusion tout à l'heure. Mais dites-vous bien qu'il faut la définir le concept. Ah oui, puisque si vous parlez de la politique en tant que gestion familiale ou structurelle ou gestion de la cité, je crois que chacun de nous, quel qu'il soit et quelle que soit sa position, a un devoir de gestion, parce que quelque part aussi, la gestion ne revient pas seulement à l'autorité. On parle de décentralisation de plus en plus, c'est-à-dire le pouvoir exécutif lâche certaines de ses prérogatives à des structures constituées. On parle des ONG qui font aussi un travail qui complète le travail de l'autorité exécutive. Pourquoi voulez-vous écarter les confréries de ce travail qui organise des êtres humains en une force qui est soumise à l'autorité publique? Je crois qu'il est bien évidemment, si ces
Ça, la politique, chacun de nous l'a fait. Oui, mais le cheikh, en fait, avant de mourir, il désigne son successeur, qui souvent, ou le plus souvent, dans la famille. Est-ce que ça existe encore? Permettez-moi de vous dire ceci, monsieur. Permettez-moi de vous dire ceci. Permettez-moi de vous dire que dans les confréries, de ce que moi j'en sais, je sais qu'il y a des hommes qui sont loin de manière, je parle de liens sanguins ou autres, de parenté, du chef ou du calife, qui ont beaucoup plus de pouvoir que ses propres fils, parce qu'ils sont étroitement associés à la gestion de la confrérie, c'est-à-dire la gestion quotidienne et la gestion même prévisionnelle. J'en connais des cas dans des confréries, donc il y a vraiment une approche participative entre d'une part le chef, le calife, et d'autre part ses disciples parmi lesquels certains se distinguent par le travail et par l'autorité. En fait, on sait que la confrérie Kadria est quand même l'une des confréries les plus implantées dans nos pays, surtout quand on parle du Sénégal et de la Mauritanie. Et même si elle n'est pas la plus implantée, c'est quand même la première connue du monde musulman. Exactement. La mère de toutes les autres. Exactement, la plus ancienne. Justement, ça c'est sûr, selon tous les chercheurs. Donc en fait, au Sénégal, est-ce que vous avez l'impression qu'elle perd un peu de terrain, qu'il n'y a pas beaucoup de disciples par rapport à d'autres c'est quoi la situation? Il y en a qui se trompent. Parce qu'en matière de confrérie, écoute, ils cherchent des pourcentages, ils se trompent. Je pense qu'on ne peut pas peser, la foi ne peut pas se peser en kilogrammes. Et les valeurs individuelles sont extrêmement importantes en matière de confrérie. Et aussi l'impact, la foi, cela, mais la capacité de mobilisation. Mais les gens ne voient que le côté peut-être nombre, et c'est difficile de le faire. Ça doit même être interdit parce que sur une pièce d'identité, on ne mettra pas si on est khadr, nous sommes dans une république. Donc la foi, c'est quelque chose de privé, c'est quelque chose qui nous appartient, mais le poids de la foi aussi, c'est pratiquement insoupçonné. Maintenant, ce qu'on peut dire, vous l'avez vu, regardez, quand on vient à Nouakchott ici, rassembler autant de cadres et des autres confrères, mais c'est quelque chose sous un même toit, pendant 2 jours, discuter ensemble, manger ensemble, c'est une solidarité, échanger. Mais c'est extraordinaire, c'est un très grand pas. Oui. C'est un très grand pas. Vous nous avez donné l'occasion de nous déplacer, de venir vers vous. Et on connaît le rôle de la Mauritanie dans cette affaire-là. C'est la source des confréries. Toutes les confréries ouest-africaines sont nées à partir de la Mauritanie. Donc, les grandes formations, même nos grands cheikhs, évidemment, nous, on se considère presque comme Mauritaniens. Mais c'est ça le rapprochement dont vous parlez. C'est ce rapprochement intercommunautaire qui est très important pour nous. Voilà, l'unité de Kunta, parce que ça dépasse les frontières aujourd'hui. Nous sommes un peu partout. Et maintenant, on a pris conscience de notre force, du nombre. Et notre ouverture aussi. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il n'y avait pas que peut-être des cadres, mais il y avait d'autres qui étaient venus. On a attendu cette sorte d'alliance, d'ouverture. Et ça, c'est là. Donc, comment vous sentez en fait cette solidarité dont tu as parlé? Mais merveilleuse. Merveilleuse, c'est en fait l'un des objectifs de la rencontre. Essayer de, comme vous l'avez si bien dit tous les deux tout de suite, que la Mauritanie étant le berceau de cette confrérie, créer en fait, faire de la Mauritanie la destination de tous les cadres. Et si vous avez bien remarqué durant les propositions qui sont sorties, en fait les recommandations, et il y a en fait l'idée ou le souhait vif d'ailleurs de créer un centre de réflexion sur la tariqa Qadria et, tenez-vous bien, qui prend en considération les traditions, mais aussi la modernité. Comme il le disait tout à l'heure, modernisme n'est pas synonyme de rupture avec toutes les forces vives du passé. Cela suppose l'intégration d'éléments nouveaux. Ce qui veut dire que nous nous enracinons profondément dans nos valeurs, mais cependant nous nous ouvrons aussi vers la modernité qui est source de richesse. Tu l'as parlé tout à l'heure, là, c'est important parce que la vision, la position, la démarche même face aux transformations sociales d'aujourd'hui, c'est que le monde change. Donc ces enjeux et ces défis nouveaux auxquels les confréries sont confrontés, quels sont les principaux enjeux et défis aujourd'hui? Si vous me permettez, moi j'ai une question à vous poser. Vous. Ah bon? Moi c'est moi qui pose les questions. Oui, vous allez me permettre. Allez-y. Voilà, de vous poser la question. Mais au Bénin, les députés, ils ont l'habitude de poser des questions. Ça s'est fait parfois pour éclairer certains sujets. Oui. Au Bénin, le Bénin, le pourcentage des musulmans au Bénin, il n'est pas tout à fait très élevé. C'est tout à fait le contraire, monsieur. Ah bon? C'est tout à fait le contraire. Donc, on n'entre pas dans
dans ce truc de pourcentage, de nombre de cadres dans un pays ou dans un autre. On n'entre pas dans ça. Cependant, il faut toujours se renseigner. Il faut toujours se renseigner. Certes, on peut dire une chose claire, que la tariqa Qadiriya avait besoin de ce débat, de cette rencontre, pour dépoussiérer un tout petit peu, pour prendre encore certaines forces et une certaine énergie. Et je crois que c'est très important pour la région, pour la sous-région, pour la Mauritanie. Le soufisme est par excellence et par nature un paravent contre le terrorisme. On va y arriver d'ailleurs à cette question. Mais en fait, donc, quels sont les nouveaux défis aujourd'hui, vous, en tant que soufi sénégalais, moderne, professeur à l'université, quels sont les défis en fait que vous vivez? Quels sont les enjeux? Quels sont les problèmes aujourd'hui? Les enjeux, comme l'a dit mon frère Simbaba, c'est d'abord le défi de l'unité. Moi, je fais la licence à part de FASC, vous avez vu, mais ça va vite. On est venu un peu à ce colloque et on en fera d'autres sous différentes appellations. Mais c'est l'unité. Et on est conscient qu'aujourd'hui, il y a des cadres un peu partout. Et si on arrive à rassembler ces cadres en tendant la main aux autres, parce que quand même il faut raisonner globalement musulman, mais comme l'a si bien dit Sidi Baba, c'est une forme de décentralisation. Les gens sont de notre côté, mais on fait à peu près la même chose, avec des variantes et peut-être avec des spécificités propres à chaque groupe, à chaque confrérie. Mais vraiment, on œuvre pour la foi, pour la consolidation de la foi, pour également, parce que la religion nous permet de faire face et de donner des réponses aux défis du monde. Donc vous avez du mal, vous, à vivre le fait que vous soyez un soufi aujourd'hui, dans un pays moderne comme le Sénégal? C'est bien dit. Ça pose aucun problème. Cette vie intérieure, cette force intérieure, mais cette concentration sur la foi, mais ça nous aide beaucoup à voir les défis, à anticiper sur les problèmes, à les régler pacifiquement. Parce que le soufi est un être fondamentalement pacifique. Donc là, je reviens vers vous, en fait, face aux différents groupes terroristes présents aujourd'hui sur le continent africain, Al-Qaïda, Boko Haram, Shebab, Ansar-Dine, Daesh, je ne sais pas quoi. Quelle est la réaction des confréries face à cette folie, à cette idéologie de terreur? Avant de répondre à cette question, vous allez me permettre de vous dire que, juste, je me rappelle un peu de quelques mots du président Bourguiba qui disait que la référence à la matière obstrue l'horizon intellectuel. Ça, c'est Bourguiba qui le disait à l'époque. Ce que je peux dire ici, c'est que le soufisme est complètement dématérialisé. Il n'a pas un référentiel matériel, il n'a pas un référentiel concret, je veux dire, palpable. Ouais, pas la chose. Pas la chose, c'est plutôt l'idée, c'est plutôt l'être. Et par conséquent, il l'a si bien dit. Et pour revenir à la question qui est d'ailleurs aujourd'hui d'actualité, vous avez parlé de Boko Haram, on avait des Nigérians parmi nous. Vous avez parlé d'autres structures terroristes. Nous avions des Algériens à côté. Aucun de nos pays, tous les pays, nous sommes confrontés effectivement à un fléau. À un fléau qui est quoi? Qui consiste à l'accaparation, si je me permets, d'une certaine jeunesse, la dérive d'une certaine jeunesse qui, pour des raisons multiples, parfois d'ordre social, parfois d'ordre économique, parfois d'ordre politique, qui chavire vers un certain terrorisme, vers un certain discours qui est tout à fait le contraire de ce que nous prenons. Et vous avez certainement assisté durant ces 2 jours aux différentes interventions ô combien merveilleuses que certains hommes de culture de différents horizons ont eu à donner au Palais des Congrès sur ce sujet. C'est une arme redoutable pour nos pays afin de contrer ces discours exclusionnistes, ces discours tekfiri, je ne sais pas c'est moi le terme, je ne connais pas le terme en français. Donc, c'est une arme, le soufisme est une arme contre ces entités qui ne font d'ailleurs que réduire nos États en 1000 morceaux. Nous avons assisté dans des pays chers, des pays frères, à une certaine dislocation,
l'autorité de l'État. On ne connaît même plus qui est qui dans ces États. Donc, encore une fois, l'intérêt de ces confréries, c'est un peu de donner la réelle réalité, la vraie réalité, la vision réelle. Et c'est le juste milieu que nous avons toujours prôné à travers l'enseignement et les enseignements que nous tirons de notre sainte religion. Notre religion non dénaturée, notre religion profonde, notre religion loin de ce que certains de part et d'autre. Et si vous n'avez pas compris l'allusion, je la fais, certains terroristes, certains tenants d'un discours qui est loin de l'islam, qui prennent notre religion et qui la salissent, et d'autres par exemple qui, comme vos confrères de Charlie Hebdo, qui eux aussi et certains d'autres font une mauvaise publicité de notre religion. Nous sommes là pour donner la vraie version de l'islam, la version du juste milieu qui a été toujours... La religion de la paix. Voilà, vous avez dit. Exact. Donc en fait, vous, cette idéologie dont on a parlé, cette idéologie, cette folie, vous croyez que les confréries y peuvent quelque chose? Ah oui, ah oui. D'ailleurs, si vous n'avez pas répondu merveilleusement à la question. Le discours belliqueux, voilà d'ailleurs le mot. Moi je pense qu'avec une force, la force de la foi, avec le fait de se détourner un peu de tout ce qui est matériel. Parce que la force est dans l'esprit des hommes. Cette spiritualité peut aider à théoriser, à répondre passivement, à installer une culture de paix dans l'esprit des hommes. La guerre naît dans l'esprit des hommes, mais il faut la combattre dans l'esprit des hommes et dans notre comportement quotidien. Et ça, vraiment, il faut le dire, les confréries ont ce discours de paix, et le soufisme est une excellente réponse. Et c'est même une découverte. C'est vraiment de tenir, de dire qu'est-ce que le soufisme, parce que parfois il y a des confusions. Voilà une réponse, une vraie réponse, une bonne réponse dans la pratique pour contrer un peu vraiment cette barbarie. Ça, il faut le dire, cette barbarie qui est là, rampante. Et je pense qu'à force de persévérer, on peut récupérer et véritablement annihiler un peu ce qui pose la terre. Il faut maintenant, je pense, mettre un peu, cultiver cette paix dans l'esprit de ces gens-là, par la base, par la formation, par la jeunesse. Que les musulmans, si les musulmans s'organisent en confrérie, on peut lutter plus efficacement contre cette barbarie, contre ce djihadisme. Ce n'est pas une multiplication même des confréries. Les confréries sont là. Une organisation, un confrérie. Mais l'organisation interne. On n'a pas des daras, des écoles coraniques, mais on parle des daïras. Les daïras, c'est des cellules. Des zaouïas, Voilà, justement. Ils se ressemblent toutes les semaines, ils se cotisent, ils tiennent des conférences. Mais quelqu'un a dit, un occidental a écrit en disant que c'est une des variables, c'est pratiquement un peu la base de la paix. C'est parce que le discours est là. On a des partis politiques, on a des ONG, on a autre chose. Mais aujourd'hui, on avait-il les gens, on dit mais allez méditer contre Satan, aimez-vous. Vous l'avez déjà bien dit, l'amour de Dieu, l'amour des autres, etc. La main tendue, la tolérance, c'est extrêmement. La compréhension. Ce que vient de dire M. le député, c'est vrai qu'en fait, les chrétiens, en fait, pour lutter contre les hérésies des albigeois et puis des réformés, ils ont fermé les ordres dominicains, les jésuites. Donc nous, pour se défendre aussi contre les sectes et contre le christianisme et contre le fanatisme, on doit s'organiser en confrérie. Vous savez, monsieur Ahmed, vous allez me permettre de vous dire un constat. Le constat que nous faisons tous, c'est qu'il y a trop d'organisations non gouvernementales, trop d'ONG. Trop de partis politiques, trop d'ONG, trop de... Oui, il y en a trop. Chacun fait le constat. Ce n'est pas mauvais en soi. Parce que si l'organisation ne comporte qu'une dizaine de personnes, si une ONG ne comporte qu'une dizaine de personnes, c'est de l'organisation. Si un parti politique ne comporte qu'une vingtaine de personnes, si ça existe, bien sûr, je ne sais pas si ça existe, c'est une forme d'organisation. Ce dont nous avons besoin le plus, c'est l'organisation. Permettez-moi, je me rappelle un peu de Descartes. Je préfère une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Ça, c'est Descartes qui le disait. Et quand on dit cartésien, ça rime à quelque chose. C'est cartésien. Alors, nous préférons que nos sociétés soient organisées
Je ne vois en aucun cas un mal que des confréries puissent s'organiser, que des ONG par-ci puissent s'organiser, que des partis politiques puissent organiser une partie. Ce qui est grave, c'est quand il n'y a pas une relation entre les populations et les structures organisées. Ils sont laissés dans un état de nature et on ne se rappelle pas de Hobbes, on ne parlera pas de Hobbes ici. En fait, il y a certains qui disent que les tombes des chefs religieux, les fondateurs de ces confréries, deviennent des lieux de pèlerinage, des lieux de mémoire. En fait, il y a des hommes d'affaires qui utilisent ça aujourd'hui dans les circuits tourisme culturel. Ça devient plus économique. Il ne faut pas tout économiser, parler d'économie surtout. Bon, mais il ne faut pas l'oublier. Il faut le vivre. Moi, je vis ça tous les jours. C'est des convois lors des fêtes, des grandes fêtes, des maulouds. Mais ils vont spontanément, naturellement vers les mausolées pour aller prier, prier Dieu. Bon, vraiment, c'est des principes. C'est humain. Parce qu'ils pensent que... c'est même important. Oui, c'est très important. Sur ça, j'aimerais, Monsieur Ahmed, je crois que cette question aussi va rejoindre les deux questions que vous avez posées durant l'introduction. Non, 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 il n'y a pas de commerce dans ça. Est-ce que vous avez déjà entendu que pour aller, il faut payer? Est-ce qu'il y a un ticket qu'il faut prendre? Loin de là. Monsieur, nous sommes... oui, nous le disons. Les confréries, on l'a déjà dit, par la définition elle-même, c'est par excellence la dématérialisation. Donc, de grâce, parlons d'ordre spirituel, d'ordre culturel, et cet ordre économique n'a pas son importance ni son existence dans le soufisme. Ben en fait, ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme d'ailleurs, on revient à Cheikh Hamidou Kane aujourd'hui, comme il disait que les gens sont tellement, les Occidentaux entre guillemets, sont tellement obstinés par le rendement des boutiques, ils en ont perdu des vies, des licenciés, des chantiers. C'est vrai que tout le monde, quand il réfléchit à l'argent, côté économie. Vous savez, M. Ahmed, si vous permettez un peu, je vous dis une petite chose. D'accord, d'accord. Les 2 dernières minutes, je vais vous... Un constat. Nous avons connu des pays à côté qui ont connu des secousses, des réelles secousses. Malheureusement, nous ferons tout ce que nous pouvons afin que ces pays, ces États restaurent leur autorité. Et nous implorons Dieu afin qu'il arrive à mettre terme à ces divergences mortelles parfois. Vous savez pourquoi notre pays a été un peu épargné par ces secousses? La liberté de la presse, cette ouverture démocratique, cette organisation qui commence à prendre effet. C'est très important. Cependant, il y a un aspect économique qu'il faut aussi, qu'on ne peut pas ôter. La création d'emplois, ce discours des autorités nationales, des autorités mondiales, cette étendue pour le dialogue, même aux salafistes que vous connaissez dans les prisons, je crois que ce dialogue, je crois que cette étendue, je crois que cette ouverture démocratique pourront... Non, non, du tout. C'est un constat réel. C'est un constat réel et objectif que je fais. Il y en a qui vous croient certainement, mais donc les confréries religieuses sont belles. Je crois que vous me croyez en tant qu'homme de culte. Je n'ai pas le droit de donner mon point de vue. Je vous en donc les confréries religieuses sont bel et bien très importantes dans ce monde aujourd'hui de terreur. Mieux que ça, je vais vous dévoiler. Et ça nous rapproche le fait que nous soyons ensemble, Sénégalais, Gambiens, Libyens. Et ça, c'est très important. Allez-y. Assez personnel. Allez-y, vite fait, c'est bien. La délégation sénégalaise, elle devait partir demain. Ils vont faire 48 heures supplémentaires en Mauritanie pour encore découvrir des pays. C'est leur choix, c'est leur décision, ça fait plaisir. Donc, un dernier mot. Merci beaucoup. Un dernier mot. Un dernier mot. Allez-y. Mais vraiment, un dernier mot, je vous remercie. Je vous en prie. Moi, j'ai de passage pour un colloque et vous m'avez permis vraiment d'être sur un plateau de télévision, de m'exprimer. Je vous en prie. Et véritablement de donner mon point de vue, de discuter cela, parce que c'est très original. Je salue votre culture de l'histoire des religions. Merci. Vous avez parlé un peu dominicain. Peut-être si on avait possible parler de la guerre, des croisades, mais pourquoi pas, parce que l'histoire se répète un peu. Mais nous sommes assez outillés par la foi pour donner des réponses adéquates aux problèmes qui se posent. Quand on a terminé cela, de nouveaux problèmes vont surgir, mais aussi avec notre foi, avec également notre unité, le fait d'être ensemble, nous pourrons toujours vaincre les défis.
les défis, c'est comme les maladies. Quand il y a de nouvelles maladies, il y aura des vaccins forcément, il y aura une thérapie. Mais nous aussi, tant qu'il y a la vie, nous allons espérer. Et je vous assure, et vous avez permis de le dire, les confréries, le fait d'être ensemble, la gestion de la foi, tout cela peut contribuer à régler le problème du monde. Merci, on espère. Là, on finit sur cette touche plus ou moins positive et d'espoir. Chez nous, on dit que qui n'a pas de chair a pour chair Satan. Donc, ça se dit en Mauritanie et on espère que les confréries jouent leur rôle et qu'ils connaissent cette mutation, un changement d'espèce. J'espère aussi qu'on doit plus les considérer comme étant des institutions traditionnelles et qu'elles deviennent modernes. Donc, chers téléspectateurs, je remercie en votre nom M. Mohamed Kounta. Je rappelle qu'il est professeur de pédagogie à l'École normale supérieure de Dakar. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et bienvenue à Mauritanie. Merci. Bon séjour. Merci M. Sidi Baba Oulaha, député de Ouadan, qui est président de la commission d'organisation de ce congrès. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à nos questions. Quant à vous, chers téléspectateurs, je remercie en fait l'équipe technique et je remercie l'hôtel Royal Suite. Nous sommes dans le jardin de Royal Suite. Et je remercie l'équipe technique qui vous a permis, chers téléspectateurs, de suivre cette émission chez vous, bien installé dans votre fauteuil. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Au revoir.